Baki, Doumbé, cette belle époque où tout le monde parlait MMA, ça semble loin, et ça l'est. Il faut remonter au 7 mars de l'année passée dans notre mémoire pour s'en souvenir. Et c'est aussi la dernière fois que Baki est remonté dans une cage. La prochaine fois, c'est ce vendredi, à l'occasion de l'ARES 30. Son retour pour la ceinture vacante, c'est notre focus de cet épisode de l'actu MMA FR. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Cet épisode est sponsorisé par Onae, parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Avant de commencer, double annonce. La première, on remercie Onae qui sponsorise toujours et encore ce super format. Et je voulais les remercier d'être un incroyable partenaire. Ça paraît bête comme détail, mais là, ils ont un nouveau savon. J'aurais dû le prendre avec, c'est pas grave. C'est le vert azur, vous le trouverez sur le site. Il est super frais. Sans rien me dire, ils me l'ont envoyé. Ils en ont profité pour mettre un freezer, parce que c'est mon préféré. Et je trouve ça cool, parce qu'en fait, en plus d'être un chouette produit, c'est une chouette équipe derrière. Elle est humaine, et je trouve que c'est un gros argument de vente. Tu sais que tu achètes à des gens cool. D'ailleurs, j'en ai reçu 2, donc la prochaine fois qu'on se croise, Brian, t'en auras un. Cool. Deuxième annonce, vous l'avez peut-être vu, mais Brian et moi, on donne un stage le 6 juillet à Bruxelles. Vous retrouverez toutes les informations sur notre Instagram. Si vous avez des questions, mon mail est en description. Voilà, Brian, désolé. Maintenant, je lance directement le podcast et je vais directement te lancer. Aujourd'hui, ça va plus tourner autour de qui est Thiago Lima que d'une analyse vraiment du combat, même si on donnera notre avis sur les dynamiques et notre grille de lecture. Maintenant que tu l'as un peu analysé, parce qu'on avait déjà parlé de ce combat, mais on avait plus fait une analyse papier, maintenant on a fait une analyse vidéo. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui au niveau de l'aspect technique ? Sur l'aspect technique, hein. Ouais. Bien écoutez, Thiago Lima, c'est un combattant brésilien qui vient plutôt du kickboxing, enfin du Muay Thai brésilien, on va dire. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi le catégoriser dans le style Jiu-Jitsuka. Je pense qu'il a un très bon Jiu-Jitsu qu'il a utilisé sur ses derniers combats d'ailleurs, qu'il n'a pas toujours utilisé. Mais voilà, je trouve que c'est un combattant assez complet. Alors bien évidemment, quand tu as deux dimensions comme ça où tu es plutôt bon, et bien forcément, je pense que la lutte, ça sera peut-être son point faible. Ouais. C'est pas forcément le grand point fort, en tout cas, de l'école brésilienne. Voilà, ça c'est vraiment sur l'aspect technique. Moi, je le vois vraiment comme un Nakmuay Jiu-Jitsuka. Et puis, ça, on pourra ajouter qu'il est droitier. Hein. Ouais, écoute, j'aime bien ton descriptif parce que moi, j'avais résumé ça en style brésilien à l'ancienne. Un peu Muay Thai dans la cage. Il n'y a pas un haut volume, mais toutes les frappes sont dures. Toutes les frappes sont un peu agressives comme ça. C'est pour ça que je voulais pas dire il a un style agressif, parce que quand on dit style agressif, ça fait un peu le mec qui arrête pas et qui envoie. Ça travaille en fragmenté. Il y a rien, puis il accélère une combinaison très forte, et puis il y a rien, et puis il réaccélère une accélération très forte. Ça, c'est debout. Alors, ouais. Vas-y. Ouais, moi je le vois pas comme agressif, hein. J'ai plutôt, agressif dans son intention de frapper. Quand il frappe, ça je suis d'accord avec toi. Par contre, je le trouve plutôt patient comme combattant sur l'entrée de combat, et défensivement aussi, je le trouve assez conscient. Voilà, il est prudent sur les premières minutes, et c'est une qualité. C'est ça la distinction en fait à faire. Il est patient, mais quand il attaque, il est agressif. Ouais. Il n'est pas agressif de manière générale, où ça part dans tous les sens. Comme tu l'as dit, je pense que là où il a le moins travaillé, c'est sur la lutte, principalement la lutte défensive. Dans sa défaite, il se fait amener 2 fois au sol. Je pense que s'il mettait un peu plus de focus sur sa lutte, c'était des amenés défendus. Et par contre, Jiu-Jitsuka, quoi. Ça, c'est vraiment pur brésilien, assez opportuniste, très orienté soumission, quitte à prendre des risques. De temps en temps, c'est sa dernière victoire ou son avant-dernière victoire. Ouais, peut-être son avant-dernière victoire où il a la monte, il part vers une clé de bras. Elle passe, certes, mais je crois que un meilleur adversaire aurait défendu ça et il aurait perdu une position.
Sur cette dernière victoire par quel droit? Avant-dernière, je pense, par clé droit. Avant-dernière? Ah non, il était pas dans la montre, je pense qu'il était dans le dos, hein. Ou dans le dos, ouais, ou dans le dos, c'est ça. Bah écoute, moi personnellement, sur sa transition, sur les transitions qu'il met au sol, je vous invite vraiment à regarder ce combat. C'est plutôt propre. C'est plutôt propre dans sa manière de pouvoir évoluer sur les positions. Oui, clairement, c'est jiu-jitsu, c'est-à-dire que habituellement, bah quand tu as le dos en MMA, on va privilégier de conserver le dos pour Voilà. l'étranglement arrière. Et c'est vrai qu'en jiu-jitsu, eh bien on va attaquer le dos, et s'il n'est pas accessible, on va attaquer le bras, Ouais. qui est beaucoup moins dangereux en jiu-jitsu, parce qu'il y a le kimono tout simplement. Mais moi, Ouais, en tout cas, je trouve que sur ses transitions, son passage de garde où il va sur un smash pass, etc., dans la manière dont il se déplace, ouais, pour moi, il y a des indicateurs qu'il faut se méfier. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un tueur à gages, hein, bien évidemment, mais en tout cas, vous me montrez le combat directement, et vous me demandez votre avis, pas en comparaison avec d'autres combattants à l'UFC ou avec Baki. Si vous me demandez ce que je pense, je vais dire ouais, en jiu-jitsu, il a du niveau. Bah, en tout cas, ça passe. Voilà, la soumission passe. Donc, Ouais, mais en fait, je suis en train de jusqu'à remettre ce du que ça contexte arrive, dans je ma trouve tête. que c'est bien, moi. Parce que, effectivement, je te rejoins. Ce qu'il fait, c'est beau. Ça fonctionne parce que finalement, il obtient sa soumission. Quand je regardais le combat, j'étais en train de me dire, tu vois, pour faire la distinction entre le choix et le résultat. Est-ce que c'était Ouais. le bon choix? Je suis pas certain. Par contre, c'est Ah clairement oui. le bon résultat parce qu'il restait 1 minute 30 dans le round, et je me dis, quand t'as le dos, c'est le genre de soumission que tu vas plus tenter quand il reste 30 secondes. Parce que là, il reste 1 minute 30, donc tu rates ta soumission, tu perds une position que tu aurais pu garder pendant encore plus d'1 minute. Donc, il y a un certain risque qui est lié. Par contre, en fait, je viens de réaliser, c'était dans un tournoi d'une soirée. Donc, de l'autre côté, tu te dis, tu dois aussi rajouter ça au calcul. C'est pas juste un combat, tu as un combat derrière, donc gagner au premier round, ça te fait conserver de l'énergie pour la finale. Donc, au final, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas un si mauvais choix que ça. Ben voilà. Petit rappel, c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. 10 victoires, 1 défaite, c'est son palmarès. Sur les 10 victoires, 10 avant la limite, 7 au premier round, 3 au deuxième round. Il n'a jamais connu le troisième round, si ce n'est sa défaite qui est à la décision. Important de préciser, c'est pas un palmarès qui est monté contre du palmarès négatif ou contre de l'inexpérimenté. On est clairement sur un profil qui a quelque chose à proposer, qui va pas venir uniquement pour un chèque, mais il va venir pour créer la surprise, un peu comme on a pu le voir à l'Hexagone avec Romero dos Reis contre Michael Aljarouche. C'était vraiment pas un Brésilien qui vient pour prendre un chèque et pour avoir un voyage en Europe, c'est un Brésilien qui vient pour prendre la ceinture de l'ARES ici. Néanmoins, j'ai l'impression que Baki est gros favori ici. J'ai plutôt le posé comme ça, quels seraient les points d'attention pour lui, et donc, en d'autres termes, les chemins de victoire pour le Brésilien? Bah alors, franchement, skills pour skills, enfin voilà, je pense que la lutte de Baïsangour va être largement supérieure, et je pense qu'il sera capable de pouvoir empêcher la possibilité du Brésilien de développer son jeu. Parce qu'on là, on en a parlé rapidement de son niveau au sol. Debout, on en a parlé aussi. Très bon en Muay Thai. Je rajouterais quand même que il y a eu un combat où il gagne au deuxième round, et franchement, sa variété de techniques, elle est assez sympathique. Il va utiliser les coudes, il va utiliser les genoux. En anglaise, il va spammer son bras gauche, donc envoyer des jabs, crochets au corps. Il va travailler sur les différents niveaux. Mais dès que l'adversaire va laisser de l'espace, il va sur un adversaire qui va se mettre en garde haute et bloquer. Là, il a de l'espace pour s'exprimer, et c'est vrai que c'est sympa à regarder, tu vois. C'est plutôt efficace. Par contre, voilà, je pense que dans un combat avec un adversaire qui va fermer toutes les portes, là, j'ai du mal à le voir un peu exister. Donc, dans ces chemins, entre guillemets, si tu me dis, ouais, tu es le coach de Thiago Lima, qu'est-ce que tu fais face à ce type d'adversaire? C'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, tu peux pas faire un game plan en disant, on va exploiter ses erreurs. Non. Non, tu dois créer ton opportunité. C'est le genre de combat où, ouais, c'est ça. Et pour moi, enfin, là, on parlera après, mais pour moi, c'est un petit peu les chemins de victoire, c'est espérer des erreurs du côté de chez Baki, tu vois. Ouais. En priorité, quoi. J'aurais tendance, et le problème, c'est qu'en plus, Thiago Lima, je trouve pas qu'il a forcément des très bons, enfin, il utilise pas non plus énormément ses kicks, tu vois. Non.
Donc, de fait. j'aurais eu tendance, tu viens du Muay Thai, et dire, ouais, on va travailler un peu les kicks et tout. Je vois pas trop comment ça peut fonctionner. Euh, Ouais, bah écoute, je suis un peu coincé comme toi aussi. C'est pour ça que je t'ai lancé sur la question en disant, hey, bonne chance. Parce que c'est ça c'est un très bon ouais, combattant, mais les styles font les combats, c'est ça qu'on dit. Hein. Et exactement. ici, dans cette opposition, comme tu l'as dit, à moins d'une erreur de Baki ou de quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que c'est une analyse macro qu'on fait ici, ou ouais, d'une grosse prise de risque qui permet de créer son opportunité. Quand je dis prise de risque, c'est peut-être d'être encore plus, enfin, être plus agressif, vraiment venir en mode agressif, imposer dès le premier round et trouver une ouverture comme ça. Voilà, ou alors c'est une erreur au sol de Baki, un petit moment d'inattention et une soumission à la volée parce que voilà, il est opportuniste, donc tu Oui. laisses un bras traîner, t'es un peu laxiste sur une défense, tu vois pas venir quelque chose, bah, c'est là où tu peux te retrouver à mon avis dans un triangle ou Mm. dans le gars qui prend ton dos et qui te finalise à partir de là. Donc ouais, ces Et chemins de je victoire pour pense, moi c'est de l'opportunisme. exactement. Je pense en plus qu'il y a eu parfois des petites erreurs de Baki sur ses premiers combats, enfin de mémoire comme ça, Oui, ou contre Alexander Michael, je pense qu'il y a une petite erreur. Alors pareil, hein, ça c'est, il je y a, dis de mémoire, mais il y a eu des petits moments, voilà, où qui tu dis n'ont ok, pas c'est, duré longtemps, hein. voilà, Faut pas exagérer ni non, abuser, mais je me demande s'il n'y a pas un moment où il se retrouve où il y a un scramble ou une tentative de mise au sol et il se retrouve avec ouais, son adversaire dans le dos ou en monte. ouais, c'est Alors ça, ça dure une fraction de seconde, hein. On est tous d'accord là-dessus. ouais. Mais voilà, c'est des moments qui peuvent être exploités. Et oui, dans ce cas-là, je pense que Thiago Lima, ça va être vraiment le combat d'opportunité. Et Mhm. c'est pour ça aussi que je pense que c'est un combat très à l'avantage, clairement pour Baki, mais qui peut s'avérer être un combat piège s'il n'est pas pris très sérieusement aussi. Je vais faire peut-être une comparaison hasardeuse, mais ça pourrait faire penser à Anderson Silva contre Chelson 1. Où t'as vraiment un Chelsonen qui déroule surtout grâce à sa lutte et son anti-grappling. Et puis quand il reste 1 minute ou 1 minute 30 de combat, il y a un petit moment d'inattention et Anderson Silva en profite. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Oui, clairement, hein. Ouais, dans cette dynamique-là, c'est vraiment le truc où on pourrait voir le combat se dérouler en mode ça, à sens unique, mais ça peut être aussi un piège. Donc il faudra. Et justement, c'est un bon test aussi pour Baki de montrer qu'il est capable d'être concentré, très concentré pendant potentiellement 25 minutes parce que c'est un combat en 5x5. Mm. Bon, alors moi, je t'avoue que ça, le truc aussi, c'est que j'ai pas trop de doutes sur sa concentration et sur le Non. fait qu'il reste dans... Comment je pourrais dire ça? Concentré uniquement sur la victoire. Il nous l'a montré, hein, que c'était un combattant qui était là surtout pour la victoire, quitte à ne pas être généreux pour le public. Il l'a dit aussi en interview, hein, j'invente rien, que lui, sa priorité, c'est de gagner, même si, enfin voilà, Mhm. même si c'est pas spectaculaire. Euh, donc là-dessus, j'ai pas trop de doutes, j'ai pas trop de doutes. Mais il n'empêche qu'on pourra avoir des erreurs. Oui, on pourrait avoir des erreurs qui pourraient lui coûter. Ouais, c'est difficile à imaginer quand même, mais bon, Ben voilà, et on ça y reste du arrive. MMA. Unibet.fr, Baki est favori à 1,10, Lima 5,80. On est entre le 85-15 et le 90. Donc Baki est quand même moins favori que Topuria selon toi contre Charles Oliveira. Ok. Vous m'êtes tombé dessus sur les commentaires et tout. Non mais ça va. Alors, Les cotes auraient ouvert moi, au à moins, 75-25, donc ouais, c'est pas si loin, tu vois. moi, au moins, j'ai donné 10%. Parce que vous pouvez regarder sur les autres émissions, j'en citerai pas, mais il y en a qui disent il n'y a pas match. J'en ai deux qui ont dit il n'y a pas match. Et pour moi, quand on dit il n'y a pas match, ça veut dire 0%. Ok, Et bah là, ça va. personne vient dire comment ça, 0%, hein. Alors, les amis, j'ai donné 10. Non, on va faire l'analyse. Je vais remonter. Je pense que je vais rejoindre les codes de Paris, clairement. Ouais, probablement. Mais Comme on clairement, l'avait je dit, vois. c'est sur la mémoire, c'est une pré-analyse, c'est avant de Oui, re-regarder voilà. les combats et voilà, on verra. Et puis ça se trouve, j'en sais rien, mais là les cotes auraient ouvert à 75-25 parce que je sais que les cotes qui sortent directement, c'est voilà, à prendre avec des pincettes. Mais ça m'étonnerait pas que ça ouvre à 75-25 et je t'avoue que si ça ouvre à 75-25, je serais pas surpris que ça se dirige vers un 80-20, que les parieurs se positionnent plus sur le 25, sur le 75 Ah de oui. Topuria que sur le 25 de Charles Oliveira. On verra. L'avenir Je nous le vois quand dira. même, je On vois quand en, même plus de chemin de victoire pour Charles Oliveira que pour Lima. que pour Lima. Faut Ah être ben honnête. voilà. Donc ici, la cote située entre 85-15 et 90, ça s'entend. Ouais. Et tu l'argent. T'es d'accord là-dessus? Ouais, moi je vois difficilement Mhm.
Ah, Bah, c'est ouais. ça, entre 10 et 15%, c'est vraiment la voie de l'opportunisme. Voilà, C'est juste ça. vraiment, et sur 5 rounds. Et alors, on n'a pas parlé du cardio de Thiago Lima, mais quand il gagne au deuxième round, il est mort de chez mort. Alors bon, on est d'accord qu'il y a une grosse dépense d'énergie pour chercher le finish dans le premier round, et c'est pas parce que tu as un mauvais cardio, enfin, c'est pas parce que tu as un mauvais cardio que tu peux pas te cramer dans un premier round. Mais quand même, sur 5 rounds, Ouais. avec un Baki qui reste quand même, je vais pas dire économe, mais qui gère son énergie. Voilà. Mhm. Il gère son énergie, il le gère bien. Ouais, 90, 95,5 si vous voulez. Ouais, mais c'est ça. En fait, ça rajoute en plus du côté de Baki, selon moi, ça aussi, puisque même la seule défaite de Thiago Lima, quand tu regardes le troisième round, il est difficile à regarder, hein. Dans sa Vis-à-vis de la défaite. fatigue. Ouais, au niveau des deux côtés, hein, mais c'est Mhm. vraiment, ça devient très faible le volume, il n'y a pas grand-chose qui se passe et qui se produit. Donc, et puis, t'as effectivement un deuxième round où il est en train de subir au sol, ou premier round. Ah, en tout cas, il subit assez longtemps au sol face à quelqu'un qui utilise très bien lutte anti-grappling, on va dire. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai chemin pour Baki. Donc, ma question qui sera peut-être un peu plus compliquée, Mhm. tu vois un finish ou parce que là, on est, Non, voilà, je pense finish. Ah que ouais. Bon, finish, oh, bah ouais, 5 rounds, quoi. t'as 5 rounds pour le finir, ouais. Ah ouais, non. Si vous avez suivi un petit peu les interviews de Baïsangour, il en a aussi parlé sur le fait bah, que voilà, il allait devoir aussi montrer, être un petit peu plus, je vais pas dire prendre plus de risques, mais voilà, il faut finir ses combats. Ouais. Donc moi, je pense qu'il va arriver, qu'il va prendre quand même le chemin de la victoire, enfin le chemin de la victoire, le plus safe. Je le vois le mettre au sol et je vais aller chercher un grand endpoint, tu vois. Mhm. Un grand endpoint des enfers et les coudes et voilà, faut que ça se finisse dans le premier, ouais, voire le deuxième. Ok. Mais par contre, c'est peut-être un 95-5 entre guillemets sur le papier. Moi, c'est un combat que j'attends, hein. Ok, ben justement, on va C'est un arriver combat à que cette, j'attends. à cette question-là, parce que comme sur les épisodes Game Plan, je pense que ça plaît énormément à notre audience quand on fait un top 5 des combats qu'on attend le plus à l'UFC. Ici, on va faire pareil pour l'Ares 30. Où est-ce que ce combat se situe dans le top 5 chez toi? Ah, moi, c'est le premier. C'est le combat que t'attends le plus. Ok. Ouais, bien sûr, c'est le premier. Voilà, dans les combats que je vais attendre, il faut aussi se faire une raison sur des combats de reprise, sur des combats Mhm. d'ajustement, tu vois. Donc j'étais bien emballé par le combat avec Benoît. Et c'était le combat qui allait me donner des réponses aux questions que j'avais. Et je pense qu'on les a toutes un petit peu eues, entre guillemets, sur ce qu'on espérait, sur ce qu'on attendait, sur ce qu'il y a encore à travailler. Là, c'est un peu la même chose. Ça fait longtemps pour Baki qui n'est pas rentré dans la cage. Il y a des choses, enfin, on a déjà beaucoup de réponses. Mais voilà, là, c'est un combat, on a envie d'un finish, on a envie de voir comment il va se débarrasser de ce type de profil. Et oui, ça m'emballe grandement. Ça m'emballe grandement. Vraiment, je me suis motivé en me disant, ouais, c'est un bon combat de reprise, c'est un bon boulot de la part du matchmaker d'Ares. Parce que aller booker Baysangour Shamsudinov avec son style, avec son palmarès, sur un combat dans une organisation nationale, sans gros enjeux derrière, Mhm. c'est du taf, quoi. C'est du taf, hein. Ouais. Donc non, je suis, voilà, je suis plutôt hypé. Alors moi c'est numéro un aussi, mais à égalité. Donc moi c'est vraiment le numéro un, j'ai mis, Ah, enfin à égalité, j'ai mis le retour de Baki. Donc c'est vraiment son retour qui m'intéresse. Et mhm. comme tu l'as souligné, je trouve que l'opposition est assez bien trouvée, même si, et ça le problème, c'est qu'il n'est pas numéro un ancré chez moi, parce que on vient de le dire, voilà, c'est un 90, 85-15, Mhm. donc on connaît un peu l'issue. On connaît un peu l'issue, on peut s'interroger sur comment ça va se terminer. Il peut toujours y avoir une surprise, ça reste du MMA, mais voilà, il y a un peu moins de stress au moment où les deux combattants rentrent dans la cage. Par contre, mon numéro 1 égalité, c'est, je pense qu'ils sont comme main event, hein, Zebo contre Akmouche. Là, c'est du 50-50 sur papier. Le même palmarès, un choc franco-français. Les deux vont venir super bien préparés. Ça va être une belle opposition, ça va être un beau combat. Donc moi, c'est numéro 1 égalité avec le retour de Baki. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette opposition. Mhm. Écoute, moi, c'est mon numéro. Bah, je l'ai pas mis dedans.
Non, c'est Ah vrai? si, j'ai mis 4. Je l'ai mis 4, excusez-moi. C'était même pas top 5, ça? Mais ça veut dire que c'est une Non. belle carte. Ça veut dire que c'est une belle carte. Ouais, D'accord. après, je vous avoue que dans le 2 et 3, il y a aussi le côté, affectif, tu vois, aussi, Bien des sûr. combattants que je suis, hein, et pas Bien sûr. forcément sur l'opposition. Jordan Zebo contre Akmouche, c'est un combat clairement sur le papier, sportivement parlant, pour moi, qui a le plus de valeur sur la carte, je pense, hein. Ok. Je Et pense donc, que ton 2 et ton 3, ce sera plus un choix affectif, ce qui se comprend à 200%. Si oui, t'as un voilà, pote qui dans le combat, bah, sens, c'est numéro 1, donc, ouais. c'est des combattants que je suis, et donc forcément ça va faire partie des combats que je vais regarder en priorité, mais pas sur l'aspect forcément sportif dans le classement et tout, tu vois. Alors, Mais vas-y, je te tes potes rejoins avec qui? C'est sur qui? Akmouche. Ouais, vas-y. Et juste sur les codes, c'est quoi Je crois que c'est c'est Akmouche 1,80, 1,90, un truc comme ça. Combien? 1,80, 1,90. Donc, c'est vraiment du Qui est léger favori? 52-48. C'est Je vais aller voir ça de suite, parce que de tête, Akmouche, je sais j'imagine, qui est plus. léger favori, non? Hop. Allez, charge toute l'offre, voilà. 1,90 pour Zebo, 1,80 pour Akmouche, ce qui signifie que Akmouche est très légèrement Ouais, c'est ce que je favori. pensais, ouais. Et par contre, il y a 82% des parieurs sur Zebo. Mhm. Ah bon? Ah ouais, 80 sur Zebo? 82% sur Zebo, ouais. Ah ouais, ah ouais. Mhm. Peut-être parce que le nom est plus connu, de par son passif avec Cédric Doumbé. Ça joue, hein, ça influence toujours. Ah, Ouais, lui, c'est je vrai. connais son nom, je mets dessus. Je pense qu'il y a des parieurs vraiment un peu qui font à l'aveugle. Ah, lui, je connais pas, donc. Et la conclusion se tire comme ça, quoi. Ton numéro 2. Mon numéro 2, moi je veux voir en numéro 2, j'ai mis Delphine Benouèche. Ok. Son premier combat à l'ARES, hein, forcément. Moi je suis tous les combats des combattants de Nico, et Delphine, je la suis depuis pas mal de temps, hein, depuis ses combats amateurs IMMF. enfin voilà, on s'est déjà croisé sur des événements, notamment en Hollande où elle combattait, j'avais des combattants, et voilà quoi. Donc c'est le retour suite à Sa défaite qui reste une défaite, hein. Enfin, je suis allé vérifier hier, elle est toujours à 5-1. ouais, mais ça va être c'est parce que ça n'a pas été encore Ok, c'est bah, toujours, j'ai pas trop suivi, c'est toujours dans le process d'être. ouais, il faut du temps, hein, les amis, c'est 2-3 mois, j'imagine. Ok. Donc non, donc voilà, donc moi je suis la carrière, donc c'est un des combattants qui va bien m'intéresser. J'aime bien le style et la manière de combattre de Delphine, enfin voilà, c'est assez entre guillemets agressif, tu vois, mais Ouais. avec beaucoup de dirty boxing, j'aime bien quoi. Voilà. Ça c'est mon Moi, deux. c'est mon numéro 4. Pareil, j'ai aussi une petite attache avec Delphine. J'aime beaucoup cette combattante et la personne qu'elle est aussi. Je l'ai mis en 4 parce que là aussi, je la vois quand même pas autant favorite que Baki, mais je la vois bien favorite. Et donc, ouais, il y a le côté affectif qui prend de la place, le côté sportif un tout petit peu moins que sur mon numéro 1 égalité et que sur mon numéro 3. Moi, mon numéro 3, c'est Guillon contre Goutou. Là aussi, je pense que c'est un combat qui est très ouvert, qui peut offrir beaucoup de spectacles évidemment. Et voilà, je regarde sur papier, c'est 1,73-2. Donc on est même pas au 60-40. Donc c'est aussi un combat voilà, très C'est sportivement très intriguant. Guillon favori, hein. Guillon favori. Ouais. Moi c'était mon numéro 5. Je pense que ça va être Ok. un combat, voilà. En tout cas, Vlad Goutou, moi je trouve que c'est un combattant très généreux et qui a proposé de belles choses. Je pense que ça va être une belle opposition, effectivement. Ouais. Et donc il te Numéro reste ton 5. numéro 3 à citer, c'est ça? Tu dis? Il te reste Ouais, ton numéro 3. exactement. Et donc moi là c'est vraiment, c'est le combattant, c'est Mustapha Diakhaté Ok. de chez Valon. Forcément hein, la Valon Team, qui est une équipe bruxelloise avec Valon le coach. Et puis c'est un ami. Et puis moi je suis les résultats et les combats de leur équipe aussi, hein, forcément. Et Mustapha Diakhaté qui a 3-0, 3 finishes, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais. voilà, donc un gros prospect, et il affronte un combattant dont on a déjà parlé dans Nandor, ouais. l'émission, Jordan Nandor. Qui Donc avait fait un high poke accidentel au ah, KSW1, c'était ça. ouais, sur son Très premier frustrant. combat. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est un combat, c'est mon 3. Voilà. Ok, ben moi je l'avais mis en 5 en hésitant avec un autre, donc juste pour qu'on ait une variété et qu'on n'ait pas les 5 mêmes combats dans un autre ordre chez toi et chez moi, alors je vais le remplacer, je vais mettre Jackie Jeanne contre Moulou en numéro 5. J'hésitais sur mon Ouais. cinquième dans l'ordre de priorité, donc voilà, ça aussi c'est un chouette combat, donc honnêtement
Je pense que je l'aurais mis en 6, tu vois, en 6. Ah bah voilà. Ça aurait été le suivant. Je pense qu'on est d'accord sur le top 6, du coup on est d'accord, l'ordre diffère un tout petit peu entre toi et moi, mais solide carte, hein, parce que voilà, sur une carte, comme tu l'as dit, régionale, pouvoir citer 6 combats qui nous intéressent, c'est pas mal, quoi. Ça montre qu'il y a une certaine profondeur et une carte intéressante, donc bon travail à Res. Et Brian, ouais. Et juste, alors il y en a d'autres que j'ai pas mis, qui auraient peut-être pu avoir leur place, mais je connais pas forcément. Donc s'il y a des combats, les amis qui sont passés sous nos radars, faites-le nous savoir parce que forcément il y a des combattants qui vont peut-être faire leur premier combat et que vous connaissez, que vous avez suivi en amateur, tu vois. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Ouais, bien vu pour créer de l'engagement. Brian, en tout cas, grand merci. Pas que. Moi, je vais regarder au cas où, tu vois. C'est toujours pareil, hein. Bien sûr. Non, mais c'est bien parce qu'effectivement, de temps en temps, t'as un commentaire avec un truc. Ouais, lui, il faut absolument le suivre parce que je m'entraîne avec ou quoi. Et c'est toujours chouette de te dire, ah tiens, lui, c'est, je sais pas, le partenaire d'entraînement de quelqu'un qui nous écoute régulièrement. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs cool. Donc, si vous avez des relations avec certains combattants ou justement vous en connaissez un qu'on n'a pas cité et que vous avez vu combattre et que c'est incroyable, dites-le nous puisque ça nous intéresse de pouvoir suivre ça. Brian, merci et les amis, restez connectés parce que maintenant, c'est l'actu en vrac. Le week-end passé, le combat de Yanis Gemouri a été annulé suite au retrait de son adversaire. Il devait faire ses débuts au PFL MENA. Au KSW, la France a presque mis un perfect à la Pologne. On retiendra le jeune Suel Kaouchen qui impressionne dans ses débuts professionnels et offre le combat de la soirée dans sa victoire. Amori Wako qui passe à 4-0 en professionnel, 2-0 au KSW avec un très beau KO au dernier round. Genou sauté? Oui monsieur. Signé Alioune Nahe. Amin Ayoub et Mika Lebou se livrent une guerre. Ayoub prend la décision, les deux prennent également un bonus Fight of the Night et Mika Lebou dépose les gants pour en finir avec une carrière très inspirante. Je prends donc une seconde pour saluer tout son travail dans la cage en lui souhaitant tout le meilleur en dehors de celle-ci. Et en main event, Saladin Parnasse se débarrasse de Marianne au deuxième round pour conserver son titre lightweight. Malheureusement pour nous les Belges, Sébastien Di Franco s'est incliné par KO au PFL Belfast. Et l'UFC 315, tout le monde connaît les résultats bien sûr. Pour rappel, Benoît Saint-Denis renoue avec la victoire par soumission sur Prepolek et Manon s'incline 3 rounds à 2 face à Valentina Shevchenko. Dans l'actu en dehors de la cage, on apprend avec grand plaisir que Morgan Charrière a bel et bien prolongé son contrat à l'UFC. Et de l'autre côté, on a aussi l'officialisation. Nassourdine Imavov sera bel et bien le backup de Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev pour la ceinture le 16 août. Voici maintenant le calendrier du MMA francophone à jour. Ce vendredi, c'est la Res 30, on vous l'a présenté en long et en large pendant ce podcast. Et le lendemain, le samedi 17 mai, on prend la direction de la Suisse pour le Brave 94. Damien Lapillus sera le co-main event face au vétéran UFC Victor Hugo. Alex Lohoré combat face à l'ancien champion du FN, le grappleur Mansour Abdurzakov. Et le belgo-marocain Youssef Boganem y fera son 4e combat professionnel en MMA. On le sait déjà depuis la semaine passée, le PFL Paris est malheureusement annulé. Mais le 24 mai, le même jour où c'était initialement prévu, nous avons un hexagone. Le champion bantamweight Baris Adiguzel cherchera à défendre son titre face à Clayton Montero. Paul Dena devrait également faire ses débuts professionnels à cet événement. Nessim Ketou et Guillaume Delattre vont croiser le fer. Owen Jason cherchera à rester invaincu dans son 4e combat professionnel. Pour le dernier jour du mois de mai, le Belge Bolaji Oki fera son 3e combat à l'UFC contre Markel Medeiros. Et c'est passé sous les radars, mais je suis là pour vous les gars. Nicolas Leblond est aussi de retour le 31 mai au Cage Warriors. Par contre, la poisse continue pour le flyweight, ce n'est toujours pas pour la ceinture. Passons au mois de juin, l'Hexagone sera à Reims le 7 juin pour leur 30e édition. Le main event est déjà annoncé, la ceinture featherweight vacante sera en jeu dans un choc franco-français entre Anthony Dizzy et Banjugu Sidibé. Greg MMA combattra aussi sur cette carte contre Claudio Rocha. Le même jour, l'AEC sera en Belgique avec une pépite de cartes. Un combat d'invaincus chez les professionnels entre Alvi Daziev et Tyron Pfeiffer pour la ceinture. Movzar Ibrahimov invaincu en 5 combats met sa ceinture en jeu face à Shana Vazov invaincu en 8 combats professionnels. En plus de ces deux affiches d'invaincus, Lamp Touré remet sa ceinture amateur en jeu contre Rachman Tchekouyev. C'est du très solide qui est mis en place par Willy Sirop. L'arrêt sera à Marseille le 14 juin pour leur 31e édition. Axel Sola en main event pour remettre son titre en jeu face à Riles Udela. En co-main event, Ilyes Djiroun face au champion invaincu Josh O'Connor. On y retrouvera aussi Ibrahima Wadé, Vincent Delguera ou encore Noah Gugnon.
La même date où Marcy cherchera à obtenir sa 3e victoire sous la bannière de l'UFC face à Alonzo Menifield. Le 15 juin, le Belge Donovan Desmaé cherchera à devenir double champion au LFL en s'attaquant au vétéran UFC Jarno Errens. Le 20 juin, l'arrêt sera à Brest, la carte est encore à découvrir. Et le 21 juin, le lendemain, l'Hexagone vient en Belgique à Courtrai. Wally Tandia est déjà annoncé sur la carte. Finalement, pour clôturer juin, l'Hexagone, qui est ultra actif pour l'instant, sera à Colmar. Des choses s'ajoutent progressivement pour juillet, mais on garde ça pour plus tard, donc abonne-toi pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi, je te souhaite une très belle journée. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.